Nous vous le disions, nous restons aux côtés de la diaspora gabonaise et partant de la communauté gabonaise durant toute cette crise post-électorale qui dure depuis plusieurs semaines maintenant. Alors nous avons commenté tour à tour différents types d'actualités, nous avons analysé et décrypté évidemment différents événements durant cette crise post-électorale. Et au lendemain de la date du 15 octobre, nous revenons sur la crise post-électorale pour décrypter une fois de plus et analyser les faits. Le 15 octobre marque la fin du premier mandat de M. Ali Bongo Ondimba. Le 15 octobre marque également pour la société civile gabonaise, pour l'opposition gabonaise et pour les Gabonais dans leur majorité opposés à la réélection très controversée de M. Ali Bongo Ondimba, une date importante. Donc pour commenter cette actualité, je reçois sur ce plateau donc tour à tour mademoiselle Daniela Diogué, bonjour. Bonjour. Qui est économiste et citoyenne engagée également. Merci d'avoir accepté cette invitation, Daniela. Merci de m'avoir conviée sur ce plateau. Je vous en prie, c'est avec plaisir. Et nous recevons également monsieur Wilfried Iliata, qui lui est universitaire, spécialiste de littérature africaine et enseignant également sur les universités parisiennes. Bonjour monsieur Iliata, et merci d'avoir accepté cette invitation. L'invitation est quelque chose que j'ai pris avec beaucoup de plaisir, donc merci à Ziana TV de m'avoir invité. À nouveau, oui, c'est avec plaisir. Alors, sans plus tarder, moi ce que je propose, c'est de rentrer évidemment dans le vif du sujet tout de suite. Le 15 octobre était attendu par plusieurs personnes, je le disais tout à l'heure, à la fois de la société civile gabonaise, l'opposition gabonaise, et des Gabonais dans leur majorité, puisque on constate encore qu'il y a des marches, qu'il y a des contestations, donc on imagine bien qu'il y a un nombre très important de Gabonais qui n'ont pas encore accepté, qui n'acceptent pas la situation actuelle, c'est-à-dire la réélection très controversée de M. Ali Bongo Ondimba. Le 15 octobre, pour vous, représente quoi? On commencera par vous, Daniela. Alors pour moi, le 15 octobre, ça marque la fin du premier mandat qui était illégitime d'Ali Bongo, un premier mandat illégitime et un second mandat, un deuxième coup d'État électoral auquel M. Ali Bongo a procédé le 31 août dernier. Alors pour moi, la résistance des Gabonais, elle doit s'installer dans la durée. C'est-à-dire qu'on ne doit pas se décourager, même si Ali Bongo a prêté serment, même si la Cour constitutionnelle gabonaise a entériné ce coup d'État électoral. C'est pourquoi nous restons dans la rue, nous continuons nos manifestations jusqu'à ce que nous ayons obtenu gain de cause. D'accord. Je vais revenir, je vais vous faire réagir à nouveau sur la fin de votre phrase, jusqu'à obtenir gain de cause, qu'est-ce que ça peut signifier? On reviendra tout de suite, je laisse déjà la parole à M. Iliata pour répondre à la même question, juste un propos introductif. Le 15 octobre représentait quoi dans le fond finalement? On attendait cette date. Le 15 octobre, comme l'a dit Daniela tout à l'heure, ça représentait effectivement la fin de la mandature de M. Ali Bongo qu'elle avait entamée en 2009. Donc M. Ali Bongo, on le sait, avait été élu précédemement, il y a quelques semaines, quelques jours, quelques mois, je pense, par la Cour constitutionnelle qui a entériné son élection. Et je pense que le fait qu'il avait prêté serment récemment n'avait pas du tout entaché l'engagement des Gabonais au changement. Donc les Gabonaises et les Gabonais étaient conscients que la fin de sa mandature était le 15 octobre, donc ils ont attendu cette date avec beaucoup d'impatience. Cette date est arrivée et pour eux, je pense, c'était la fin, n'est-ce pas, de la gestion de l'État, au sommet de l'État, de M. Ali Bongo. Est-ce que dans le fond, aujourd'hui, vous, évidemment, Daniela, engagée dans tout ce qui, dans l'activité ou dans le processus aujourd'hui de refus de ce coup d'État électoral, comme vous l'appelez, est-ce que vous avez l'impression qu'il y a un épilogue? Parce que là, vous disiez tout à l'heure, jusqu'à ce que vous obteniez quelque chose de satisfaisant. Est-ce qu'aujourd'hui, en l'état actuel, est-ce que vous avez l'impression qu'il y a encore quelque chose de possible du côté de l'opposition, disons les choses clairement, du côté de l'opposition, du côté de la société civile gabonaise? Oui, je pense que oui, que déjà notre mobilisation, elle porte des fruits parce que M. Ali Bongo, sur le plan international, il est devenu persona non grata. Vous avez des éléments qui permettent d'illustrer ça? Depuis, il y a eu le sommet de l'Union africaine au Togo, auquel M. Ali Bongo ne s'est pas rendu. Okay. Donc tout ceci prouve que M. Ali Bongo n'est pas serein. Il reste sur le territoire gabonais. Ce n'est pas l'attitude d'un président démocratiquement élu et reconnu par
par la communauté internationale. D'accord. Mais là, la situation actuelle, est-ce qu'on peut dire, dans le fond, qu'on pourrait arriver à un autre dénouement, c'est-à-dire une espèce de victoire reconnue légitimement de Jean Ping, ou alors ce serait simplement mettre en difficulté la gestion du pays, l'administration du pays par Ali Bongo, les actions qui sont menées actuellement? Vous avez l'impression que... Oui, je pense que les actions qui sont menées actuellement vont porter leurs fruits. Et M. Ping a décidé de la création du Conseil gabonais de la résistance, oui, qui n'est quand même pas rien. Ce Conseil gabonais, me semble, va permettre effectivement de pousser les Gabonais à se mobiliser davantage. Et on voit bien, comme l'a dit Nadila tout à l'heure, que M. Ali Bongo n'est pas serein. Donc je pense que sa sérénité a été entamée. On voit bien qu'il a perdu complètement, qu'il n'a pas toutes les marges de manœuvre possibles. Et je pense que ce Conseil gabonais à la résidence va probablement amener les Gabonaises et les Gabonais à continuer à persévérer, à continuer à s'engager. Et j'ai vu hier un engagement remarquable des Gabonaises et des Gabonais. Il y a des gens qui sont venus partout, de toute l'Europe, qui sont venus, ils ont marché... qui ont honoré le rendez-vous de la marche de Paris. Et ils ont donné rendez-vous à la marche de Paris, ils ont écouté le discours du président Ping. Et je pense que cette résistance-là, qui est vraiment, il faut le rappeler, qui est sans pareil, va permettre, à mon avis, une issue favorable à l'alternance et au changement au Gabon. Alors c'est certain que depuis le début de cette crise post-électorale, les réseaux sociaux ont porté leurs fruits dans un sens, les personnes étaient très actives. Les marches également qui sont initiées par la diaspora ont porté certainement leurs fruits, puisqu'évidemment, nous on l'a vu sur les réseaux sociaux, il y a eu des marches qui ont été organisées en faveur d'Ali, qui ont été contrecarrées, etc. Et finalement, qui n'ont peut-être pas forcément abouti. Le camp de M. Ali prendra acte. Ils pourront peut-être, si jamais ils acceptaient une invitation ici, nous dire ce qu'ils ont pu récolter comme fruits cette marche. Aujourd'hui, les outils de résistance, parce que tout à l'heure vous parliez justement donc d'un conseil de la résistance qui a été mis en place. Quels sont les outils dont vous disposez? L'appel à la résistance le 15 octobre, on l'a vu également sur les réseaux sociaux, plusieurs Gabonais, inscrits évidemment dans le refus du hold-up électoral, espéraient, entre autres, que M. Jean Ping prenne serment, ou que M. Jean Ping prenne le pouvoir. Est-ce que vous y avez cru? Est-ce que vous avez cru que le 15 octobre, il se passerait quelque chose de ce type-là? Très, très clairement, Daniel. Alors oui, et on y croit toujours parce que le 15 octobre, c'est une date très importante, mais après, il y a un après 15 octobre. Oui. Donc nous restons dans l'espérance, nous restons mobilisés, même après cette date-là. Et voilà, nous n'attendons pas forcément la prestation de serment, qui est certes un signal fort, mais c'est pour dire qu'en fait, notre mobilisation, nous n'en démordons pas. Nous restons vraiment... engagés, nous restons vraiment déterminés et nous redoublons de courage au fil des jours. Est-ce qu'il y a une stratégie dans le fond? Parce que rester mobilisé, c'est sûr que la diaspora l'a été jusque-là. Est-ce qu'il y a une stratégie dans le fond? Est-ce que vous continuez de marcher? Est-ce que vous continuez sur les réseaux sociaux? Est-ce qu'il y a une ligne de combat qui est définie clairement aujourd'hui? Le Conseil de la résistance qui va être mis en place ou qui est mis en place actuellement, est-ce qu'il y a quelque chose de précis sur lequel... Pour le moment, je pense qu'il n'y a encore rien de précis, mais ce que nous savons, c'est qu'il y a une mobilisation importante des Gabonaises et des Gabonais, et pas seulement ici à Paris. Cette mobilisation, elle est internationale. On a vu des Gabonais mobilisés à Houston, des Gabonais mobilisés en Suisse, des Gabonais mobilisés, je parle de Houston évidemment, aux États-Unis, Oui. des Gabonais mobilisés partout où ils se trouvent. En Afrique, en Amérique du Nord, en Europe, ils sont mobilisés pour l'alternance et le changement. Il y a déjà ce fait-là, c'est qu'ils sont mobilisés, ils organisent des marches, comme il y en a tous les samedis à Paris. Il y a des rassemblements où ils se retrouvent, ils échangent, ils discutent, ils restent en expectative de ce qui peut se faire, de ce qui peut être décidé, de toutes les décisions qui peuvent être prises à partir de Libreville, mais aussi à partir des endroits où ils sont. Il y a, à mon avis, quand même quelque chose qui ne peut qu'augurer vers des lendemains meilleurs pour l'alternance. Donc, il y a non seulement cette mobilisation, il y a non seulement ces marches qui sont organisées, il y a aussi une communauté qui s'est construite, une communauté aussi bien réelle que virtuelle, où évidemment il y a des échanges qui sont faits, qui sont organisés. Il y a aussi des pressions qui sont organisées, notamment pour les primaires républicaines, enfin chez les républicains ici à Paris. On voit les Gabonais
qui sont allés interpeller M. Sarkozy. Qui trouble les meetings de M. Sarkozy. Il les trouble. Justement, quel espoir? Parce que c'est vrai que là, maintenant, les actions se multiplient, que le monde est en train de passer. Quelles sont les attentes de ce type d'action? Les attentes, simplement, c'est que... D'éliminer M. Sarkozy des primaires, et le résultat, est-ce que ça impacte je pense que très concrètement ce sur n'est pas seulement... ce qui se passe au Gabon? C'est pas éliminer, c'est pas ce que les Gabonaises et les Gabonaises veulent. Que nous, on sait très bien que nous, ce qu'on veut, je pense que ce que les Gabonais veulent, c'est que la communauté internationale sache que depuis 2009, oui, ou bien encore bien avant, il y a un problème au Gabon. C'est que le président qui occupe, c'est que l'homme qui occupe la destinée du Gabon, qui occupe le poste présidentiel, n'a pas été choisi par les Gabonaises et les Gabonais. Il faut que cela soit entendu, et il faut aussi donner le signal selon lequel nous ne voulons plus avoir affaire à ça. Nous voulons aussi d'un pays dans lequel, n'est-ce pas, celui qui occupe la présidence ait été élu par le peuple. oui. On ne peut plus continuer de voir des gens qui occupent les responsabilités de président de la République seulement par cooptation. Il y a comme des élections qui sont organisées. Il faut que ce soit l'homme qui a été élu, l'homme qui est sorti des urnes, qui occupe les responsabilités, les fonctions qui sont les siennes. Donc je pense que le but de ces actions, c'est pas éliminer M. Sarkozy. Je ne pense pas que ce soit l'envie des Gabonaises et des Gabonais. Mais c'est d'interpeller. Dans tous les cas, d'impacter négativement sur sa campagne. Mais c'est d'interpeller sur le fait que le choix qu'il avait fait en 2009 était un choix qui ne nous arrange pas, un choix injuste, parce que ce n'est pas le choix des Gabonaises et des Gabonais, c'était le choix, c'était son propre vœu de voir M. Ali Bongo diriger le Gabon. Ce que nous voulons, c'est que non seulement la communauté internationale sache que nous avons en 2016 élu M. Jean Ping, il faut que ce soit M. Jean Ping qui occupe la responsabilité de président de la République. Et tant que ce ne sera pas le cas, nous continuerons d'aller les voir, nous continuerons d'aller dans leurs meetings, nous continuerons d'aller à leur siège, nous continuerons d'aller sur leur site internet, sur leur profil Facebook, pour leur dire et faire entendre notre voix et leur faire entendre la vérité sur ce qui se passe réellement au Gabon. Parce que ce n'est pas seulement ce qui a été volé, il y a aussi des gens qui sont morts. Il faut qu'on sache que la lumière il faut que la lumière soit faite. Il faut aussi que la communauté internationale sache que M. Ali Bongo a tué et que nous ne voulons pas d'un criminel à la tête de l'État. On va revenir sur le sujet, parce que évidemment, on prévoit de parler un petit peu de l'atmosphère au Gabon. Je vais vous faire réagir, Daniela, sur un fait. Vous, aujourd'hui, la jeunesse gabonaise, évidemment, déterminée, on va dire impliquée dans tout ce qui est revendication, évidemment, après, dans la crise post-électorale aujourd'hui. Il y a des marches qui se sont faites. Il y a des actions sur les réseaux sociaux qui ont porté leurs fruits. De l'autre côté, la communauté gabonaise, celle inscrite évidemment dans le refus de vote électoral, a certainement interpellé la classe politique française aujourd'hui. Alors c'est vrai qu'on n'a pas de discours clair, précis d'un homme politique français qui reconnaît la victoire de M. Ali Bongo. La communauté internationale, la France, l'Union africaine, aujourd'hui la jeunesse gabonaise qui s'implique, qui investit dans ce combat, d'où est-ce qu'elle voit venir la lumière? Est-ce qu'il y a il y a une espèce d'horizon? D'où est-ce qu'elle viendrait cette possibilité de sortie de crise? Alors nous attendons justement une position claire de la communauté internationale. Lorsqu'on manifeste, lorsqu'on multiplie les marches, il y a également des marches numériques qui sont organisées sur Twitter. Nous sommes des interlocuteurs des médias notamment. Et les effets justement de cette mobilisation, déjà, elle se situe, on peut souligner, au niveau des arrestations arbitraires. Dernièrement, il y avait le docteur Sylvain Cornbot qui a été arrêté et justement, nous avons crié notre indignation face à cette énième arrestation arbitraire à cause de ses opinions politiques, à cause du travail justement qu'elle a mené sur le rapport des massacres qui ont été perpétrés au soir du coup d'État électoral d'Ali Bongo. Et le résultat, c'est que les médias français ont commencé à parler de cette arrestation et le docteur Sylvie Bott a été libéré ces dernières heures. Donc ça, c'est encourageant. Et le fait que la communauté internationale ne prenne pas position, ne reconnaisse pas ce président illégitime, montre que notre voix est audible, que notre voix
est entendu et ça, c'est encourageant pour la jeunesse gabonaise. D'accord. Donc rester mobilisé, poser des actions qui sont entendues manifestement, mais dans le dénouement, est-ce qu'on perçoit le dénouement aujourd'hui? Parce que le 15 octobre, je le disais en prélude, on a espéré que ce soit les pilotes de cette crise post-électorale. D'ailleurs, disons-le tout de suite, est-ce que vous avez l'impression que la crise post-électorale est derrière nous d'une certaine façon aujourd'hui? Non, pour revenir déjà à ce qu'a dit tout à l'heure Daniela par rapport à la libération de Sylvie Nkorimbot, Oui. c'est dire effectivement, lorsqu'elle a été arrêtée, parce qu'elle aurait fait mener une enquête pour établir la réalité sur les assassinats post-électoraux au Gabon, le fait qu'on se soit indigné, le fait que les Gabonaises et les Gabonais se soient exprimés pour dire qu'il était injuste de la tenir en prison, de l'emprisonner, et que cette indignation ait été ensuite relayée par les médias internationaux prouve à suffisance qu'effectivement la voix des Gabonaises et des Gabonais compte. Donc ça c'est une chose déjà. Maintenant, par rapport à l'issue, moi je pense qu'il va forcément avoir une issue. Et le fait, effectivement, que la communauté internationale n'ait toujours pas reconnu M. Ali Bongo comme président élu de la République gabonaise prouve à suffisance que c'est un fait avéré, c'est que M. Ali Bongo n'a pas été élu, n'a pas été choisi par les Gabonais. De toute façon, on l'entend dans le discours de certains hommes politiques français qui disent que les résultats manquent de transparence. Même si c'est feutré, il y a quand même évidemment, en tous les cas, une désolidarisation pour le coup de leur élection. Effectivement, il y a M. Mélenchon qui a pris position disant que M. Ali Bongo n'a pas été élu, et d'ailleurs qu'il a proposé M. Ali Bongo à la Cour pénale internationale en remplacement, en substitution de M. Gbagbo, qu'il estime d'ailleurs ne pas avoir eu affaire avec ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Le fait aussi M. Jean-Christophe Lagarde, qui est quand même un dirigeant politique d'importance, n'est-ce pas, de la droite centriste française, qui a quand même pris position disant que M. Ali Bongo n'a pas été élu et prouve à suffisance que effectivement il y a de la part de la communauté internationale une réticence, des doutes, mais bien plus que cela. Oui, et bien plus que cela aussi, une volonté de faire comprendre à tous que M. Ali Bongo n'a pas été élu et qu'il serait inconvenant, n'est-ce pas, de le reconnaître comme étant chef d'État de la République gabonaise. Alors, une question. Est-ce que vous pensez que c'est stratégique que M. Jean-Ping n'ait pas prêté serment, qu'il ait plutôt appelé à la résistance? Dans son discours, de façon globale, ce qu'on entend, c'est que la diaspora gabonaise compte énormément, qu'elle fait le poids dans cette démarche de résistance, hold-up et électorale, que lui, évidemment, tient ses positions quant au refus de reconnaître cette élection de M. Ali Bongo. Est-ce que vous pensez que c'est stratégique qu'il n'ait pas prêté serment? Parce qu'il refuse d'un côté, évidemment, de reconnaître que M. Ali Bongo est président, que sa réélection est légitime. Dans le même temps, avant la date du 15 octobre, il appelle évidemment donc la communauté gabonaise résistante à prendre acte du 15 octobre comme étant la date de fin du mandat de M. Ali Bongo Ondimba. Finalement, il ne prête pas serment. À votre avis, pourquoi? Est-ce que c'est stratégique? Si oui, pourquoi? Sinon, je pense d'une part que c'est stratégique et d'autre part, je pense que c'était très sage de sa part. Pourquoi? Parce que j'estime que tout le monde sait que celui qui a été élu, tout le monde sait que c'est lui qui est le président de la République. Et le fait qu'il se soit adressé à la communauté des Gabonais et d'étrangers prouve en suffisance qu'il se comporte déjà comme un chef d'État. Fallait-il qu'il prête serment? À mon avis, tous les Gabonaises, bon, beaucoup de Gabonais en tout cas s'y attendaient, ou se préparaient à ce qu'il prête serment. Moi je pense qu'il a agi de manière stratégique, de manière sage, en ne prêtant pas serment, parce que derrière, ça veut prêter, il ne suffit pas de prêter serment. Il faut aussi que derrière, il y ait une communauté internationale qui reconnaisse. Qui la reconnaisse, effectivement, parce qu'après, dans le fond, il y a quand même après l'argument de dire est-ce qu'un président, un réel président de la République prête serment dans son appartement, ou alors plutôt devant une cour constitutionnelle? Il faut, je pense que lui, c'est pas quelqu'un qui veut devenir président par effraction, il veut devenir président parce que les institutions gabonaises, parce que finalement on en a, même si elles ne fonctionnent pas comme elles devraient fonctionner, il est, je pense, conscient, et j'ai envie de dire aussi responsable, que en agissant de la façon qu'il agit,
Et je pense aussi qu'il sait que notre pays a des institutions. Il préfère prêter serment devant les institutions gabonaises plutôt que dans un coin de son quartier général ou bien un coin de sa cour, ce qui n'aurait peut-être pas fait sérieux. Mais je pense qu'en décidant finalement de ne pas prêter serment était aussi une volonté de montrer à la communauté internationale qu'il agit. Il ne va pas agir comme un voyou. C'est un diplomate de carrière, on ne l'a pas oublié. Dans la diplomatie, il va attendre s'assurer au moins de ce qui va se passer, notamment au niveau de la communauté internationale, mais aussi de l'engagement que nous, Gabonais et la diaspora, allons avoir. C'est la raison pour laquelle il s'est adressé à la diaspora, parce qu'il sait qu'ici, nous, on pèse, on a un poids important, et qu'on compte beaucoup dans cette en volonté d'alternance que nous souhaitons, que nous voulons, et c'est la raison pour laquelle il s'est adressé à nous, parce qu'il sait que nous sommes beaucoup plus proches du Parlement européen, nous sommes beaucoup plus proches de l'Élysée, nous sommes beaucoup plus proches à faire porter la voix de M. Ping, à faire porter la voix des Gabonaises et des Gabonais, en faisant entendre notre volonté de voir M. Jean Ping occuper les responsabilités qui sont les siennes aujourd'hui. Il s'est adressé aux Gabonais en tant que chef d'État hier. J'ai beaucoup aimé son discours, où effectivement, il a parlé aux Gabonais en disant qu'il avait confiance en eux. Et je pense que c'est le discours qu'aujourd'hui, en tant que Gabonaise et en tant que Gabonais, nous avons envie d'entendre. D'accord. Daniela, je vais faire juste sur la même question, mais avec un élément en plus. Pour la jeunesse aujourd'hui qui est engagée, je vous disais tout à l'heure, mobilisée comme vous êtes, est-ce que, comment dire, c'est pas un épilogue, hein, est-ce que cet acte-là du 15 octobre suffit pour rebooster les troupes, pour dire qu'on continue de résister jusqu'à finalement pas de date, parce que là, il n'y en a pas pour le moment, sauf si vous en avez une. Est-ce que ça suffit que M. Jean Ping fasse donc un échange, une conférence, et vous dise finalement, restez mobilisés, continuez de vous battre. C'était aujourd'hui la fin du mandat. Est-ce que ça suffit? Alors nous savions qu'en nous engageant, ce combat allait être long, que ça ne se ferait pas en un jour. Aussi, ces 50 ans d'oppression de dictature, une dictature ne s'abat pas en un claquement de doigts, et qu'il faut vraiment redoubler de courage, de détermination, de force. Et ça, le peuple gabonais sait qu'il faudra de la persévérance, notamment la jeunesse. Et nous sommes persévérants pour aller jusqu'au bout. Et je veux rebondir sur ce que disait Wilfried, que en fait c'est une démarche qui est à la fois prudente et responsable de la part du président Jean Ping. Comme Wilfried le disait tout à l'heure, il ne suffit pas de prêter serment. La question de la légitimité de la communauté internationale se pose. Il ne faudrait pas prêter serment ou prononcer des discours et qui restent lettres mortes. Voilà. Prêter à un gouvernement hors la loi par la communauté internationale. Donc là, pour le coup, ça suffit que M. Ping dise ce discours d'appel à la mobilisation. Maintenant, sur place, l'atmosphère au Gabon. Jusque-là, nous, évidemment, sur l'actualité qu'on a suivie, on a vu que, avec quelques échanges téléphoniques, on a su également que certains quartiers restaient quadrillés, que la population était plus ou moins quand même entre vifs prise en otage par les forces de l'ordre. Est-ce que vous avez l'impression, vous, dans les échanges que vous avez aujourd'hui, que les choses ont changé? Est-ce que l'atmosphère est beaucoup moins stressante, beaucoup moins... Alors pour moi, de ce qu'il en ressort, c'est vraiment un climat social qui est morose. C'est-à-dire les Gabonais vivent dans la terreur. Il y a des libres villes, toutes les villes du Gabon, le Gabon est quasiment en état, pas quasiment, est en état de siège. Il y a des hélicoptères qui survolent le ciel gabonais, il y a des chars, on ne sait pas contre qui le pays est en guerre. J'avais posé la question, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, M. Ali Bongo, on sait qu'il a fait son gouvernement, personne ne s'en nommé. Certains ministres ont d'ailleurs annoncé déjà les chantiers, donc pourquoi ce climat avec cette espèce de prise en otage on se pose la question et c'est sous fond de crise grave parce que la rentrée scolaire, elle est reportée. Oui, on a vu ça. S'inédit aux dernières nouvelles et après on a entendu une date, le 31 octobre. Donc il y a des parents qui sont vraiment inquiets pour l'avenir de leurs enfants, qui ne savent pas si leurs enfants vont être scolarisés cette année. Et entre-temps, on observe le feu vert a été accordé pour le privé.
Donc on a une république qui fonctionne à 2 vitesses. Et la question du social, social dans le sens de la vie au quotidien des Gabonais. Et là, je pense tout de suite aux arrestations qui continuent. Vous évoquiez tout à l'heure donc, le cas du docteur Mbod qui a été finalement libéré. Mais on parlera par la suite également des personnes qui ne sont pas connues, qui sont toujours maintenues évidemment en état de détention. Donc sur la crise, sur le secteur économique, dans l'éducation, ok. Il y a des grèves qui sont actuellement déclarées, qui vont peut-être s'arrêter pour le 31 octobre. Le secteur économique qui tourne, est-ce qu'il a repris sa vitesse de croisière? Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Alors je vais d'abord rebondir sur ce qu'il vient de dire, que Wilfried disait. Alors je voudrais dire, une rentrée qui est repoussée dans le public et qui est, autorisée dans le privé, ça montre l'iniquité de ce système. Le régime Bongo PDG est un système complètement inique. Quand on sait que le taux de pauvreté au Gabon est à 30% et que des gens n'ont même pas de quoi nourrir leurs enfants, comment feront-ils pour les inscrire dans une école qui coûte 2 fois leur salaire une année ou plus? Donc c'est complètement aberrant, c'est complètement révoltant et ce sont ces injustices-là que nous ne voulons plus. Nous voulons vraiment en finir avec l'iniquité, avec l'injustice du régime Bongo PDG et ça fait 50 ans que ça dure. D'accord. Et pour revenir justement sur le plan économique, je veux dire que la reprise, elle est complètement timide. Les gens ne sont pas motivés à aller travailler. Comment voulez-vous travailler dès lors qu'il y a des disparitions, il y a des arrestations arbitraires? Jusqu'aujourd'hui, il y a des familles qui n'ont pas de nouvelles de leurs proches. Il y a des familles qui ont identifié leurs parents à la mort, notamment à Gasebka, et dont on ne veut pas donner les corps pour qu'ils puissent au moins avoir un enterrement digne. Et ça, pour une famille, c'est complètement insoutenable. Les Gabonais sont meurtris, les Gabonais n'ont pas la tête à travailler et l'économie en pâtit. La performance, quand on n'est pas, on n'est pas en paix, on n'est pas performant. Donc là, on est toujours dans le... Je vais dire avec ce qu'elle a dit là sur le volet. Oui, effectivement, il ne peut pas avoir, dans un pays où on se sent en insécurité, un pays où on se sent menacé en permanence, avec la présence des militaires sur chaque coin de rue, sur chaque carrefour, on ne peut pas relancer une économie seulement dans cet état d'esprit. Il y a comme au Gabon une forme d'état d'urgence. Il y a comme au Gabon, on est comme si finalement M. Ali Bongo avait fait la guerre au peuple avec les hélicoptères qui survolent le ciel en permanence, avec des militaires armés jusqu'aux dents à chaque coin de Carrefour. On ne peut pas être serein et se dire qu'on va aller travailler pour relancer l'économie aussi facilement. Donc il y a au Gabon, effectivement, une atmosphère morose. Les Gabonais se sentent perdus. Ils ne se retrouvent pas dans ce qui est fait aujourd'hui. Je pense que politiquement, on a perdu ce qu'on avait gagné, le peu de choses qu'on avait gagné il y a quelques années. On l'a perdu, on est revenu dans les années les plus dures de la dictature. C'est le sentiment que vous avez, vous également, Daniela? Tout à fait, c'est une farouche dictature. On est reparti dans les années 70 où, effectivement, on coupait les têtes en permanence parce que quand on avait envie de dire que les choses telles qu'elles étaient organisées n'étaient pas... Ne pas avoir un discours dissident. Voilà. Aujourd'hui, quand on a un discours qui va à l'encontre du discours national, enfin je veux dire du discours de l'exécutif, on est considéré comme un opposant. Alors que nous sommes là aussi pour se dire, écoutez les gars, les choses sont mal faites, voilà comment il faut faire les choses. Mais quand vous avez un discours différent, eh bien, on vous attaque en vos têtes d'opposants, vos têtes d'ennemis de la nation, vos têtes d'ennemis de M. Ali Bongo, vos têtes d'ennemis du gouvernement, ennemis du nouveau Premier ministre M. Sylvain Gondé, alors que nous, ce que nous voulons, nous sommes aussi les Gabonais comme tous les autres. Nous sommes aussi les Gabonais comme eux. Et donc, il est hors de question que nous voyons notre pays dépérir et sans pouvoir avoir la possibilité de leur dire, écoutez, il n'y a rien qui fonctionne, il faut fonctionner différemment. Voilà. Donc, aujourd'hui, économiquement, la relance de l'économie, elle est au plus bas. Elle n'a jamais été, je pense, aussi faible qu'auparavant. Et je pense que, malheureusement, si c'est M. Ali Bongo qui continue à gérer les choses avec cette
façon de faire, j'ai beaucoup de doutes que cette économie-là se lève un jour. Au lendemain de la validation par la Cour constitutionnelle de l'élection de M. Ali Bongo, il y a eu des discours qui étaient inscrits dans la main tendue. La main tendue, un appel par M. Ali Bongo à l'endroit de la communauté internationale pour établir la cohésion sociale qui a pris un coup manifestement de toute façon durant cette crise post-électorale. Il y a eu donc la nomination d'un gouvernement, des ministres qui ont pris plus ou moins leur poste, puisque quelques annonces. Et là, en dépit de tout ceci, des arrestations qui continuent. L'exemple patent, parce qu'aujourd'hui, pour les personnes, les anonymes, on n'a pas de preuves, on n'a pas d'éléments, etc. Pour les personnes qui arrivent à avoir la lumière, évidemment, des réseaux sociaux, on a des exemples qui sont là. Donc, manifestement, la main tendue n'est pas si tendue que ça, en tout cas pas à l'endroit de la population, c'est ce qu'on observe. Vous, aujourd'hui, comment vous voyez la suite, en fait, de cette crise post-électorale qui n'est finalement pas derrière? C'est-à-dire que pour la question des institutions, peu importe comment on les qualifie, elle est plus ou moins réglée, finalement. Pour les personnes évidemment investies dans le combat de la résistance, le refus du hold-up électoral, ce n'est pas tout à fait réglé. Comment vous voyez la suite aujourd'hui de cette crise? Alors moi je vais commencer justement en parlant du point de vue économique. Les investisseurs par exemple ont une aversion du risque et ils n'iraient jamais investir au Gabon. Aujourd'hui c'est l'incertitude complète au Gabon et cela va porter un coup, mais vraiment défavorable à notre économie parce que les investisseurs ne vont pas se lancer dans l'aventure gabonaise à l'heure actuelle. Et ensuite, nous, pour la jeunesse gabonaise, je vais m'exprimer personnellement, nous n'avons pas à dialoguer, il n'y a pas de réconciliation possible avec un État hors la loi, un président illégitime qui massacre les Gabonais. Aujourd'hui, les Gabonais sont profondément meurtris à vie et nous n'avons pas à discuter, nous n'avons pas à dialoguer avec un terroriste. Nous ne nous reconnaissons pas. Moi, personnellement, je ne me reconnais pas dans ce gouvernement, dans ce président et avec des personnes de l'opposition qui se retrouvent dans un tel gouvernement criminel qui massacre les Gabonais, qui multiplie les coups d'État électoraux, qui installe la terreur au Gabon. Ça devient un peu incohérent parce que le gouvernement d'ouverture qu'avait souhaité M. Ali, évidemment, avait peut-être pour vocation de susciter plus de cohésion, et finalement non. Finalement non, parce que les personnes d'opposition qui ont été appelées dans le gouvernement de M. Ali créent davantage de dissensions autre chose. Donc. Exactement, ça exacerbe les dissensions, les désaccords, parce que le peuple ne se reconnaît pas en ces gens-là. Donc la suite, ce serait quoi? On continue de s'enfoncer, c'est une résistance sous une autre forme, une espèce d'incivilité. Qu'est-ce qui va se passer pour le... Déjà, il faut dire une chose. Le fait qu'on n'aille pas au dialogue, le fait que les opposants et les Gabonais n'aillent pas au dialogue, n'est pas une forme d'incivilité, pour commencer. Le fait qu'on n'aille pas au dialogue est simplement dû au fait qu'on n'a pas à dialoguer avec quelqu'un qui tue. On n'a pas à dialoguer avec quelqu'un qui nous menace. On n'a pas à dialoguer avec quelqu'un qui nous terrorise. On n'a pas à dialoguer avec quelqu'un qui s'impose au pouvoir, malgré le fait qu'on ait voté contre lui. Donc, il veut dialoguer parce qu'il pense qu'en dialoguant, il va asseoir sa légitimité. Nous ne voulons pas nous servir de cobaye à sa légitimité. On ne veut pas lui servir un pont en or pour légitimer son pouvoir illégitime. Il est hors de question que nous allions au dialogue, il est hors de question que nous reconnaissions son pouvoir. S'il veut dialoguer, il y en a qui sont partis. Je parle de M. Ben Boubamba, oui. Je parle de certains qui ont décidé de partir, mais que représente-t-il? M. Boubamba a récolté 0,50%. Je ne sais même pas si ce sont les chiffres officiels ou bien les chiffres, je crois que ce sont les chiffres que lui ont attribués la Cour constitutionnelle. Donc, si ça se trouve, il a peut-être eu moins que ça. Donc, c'est le gang des zéros, vous savez. Donc, c'est le gang des zéros qui comme on l'a vu sur les réseaux sociaux, l'appellation. Qui s'est joint à M. Ali Bongo. Comment voulez-vous qu'on aille dialoguer avec des gens qui ne répondent? Donc pas d'issue aujourd'hui, la suite c'est quoi? Pas d'issue, blocus écoutez, nous... Parce que la résistance elle s'organise quand même, elle se maintient, la date du 15 octobre n'est pas la date de l'épilogue, donc sous quelle forme le combat continue? L'issue de ce que nous voulons est simple. C'est que M. Ping occupe les responsabilités qui sont les siennes. M. Ali Bongo est en train de gesticuler.
parce qu'il estime qu'il a l'armée avec lui. Et quelles sont les possibilités justement? Parce que M. Ali Bongo, il a l'armée avec lui, il a le pouvoir avec lui, il a prêté serment par anticipation, on le sait, mais bon voilà. Mais donc, quelles sont les possibilités que M. Jean-Ping reprenne le pouvoir concrètement, actuellement au Gabon? Que ce soit maintenant ou beaucoup plus tard, enfin voilà, quelles sont les possibilités que vous entrevoyez? Les possibilités sont multiples et multiformes, mais je ne vais rien dire ici. Ah, bon, nous on n'aura rien sur Ziana TV alors. Parce que simplement, je sais bien que M. Ping, je pense que M. Ping a une stratégie. Je pense que le Conseil de la résistance qui est mis en place a une stratégie. Je ne voudrais pas m'avancer et dire des choses à leur place. Oui, je pense que il faut être aussi prudent là-dessus. Néanmoins, c'est votre avis personnel là qui a appelé la lecture que vous en avez aujourd'hui. Hein, par exemple, il y a des cas similaires. Enfin, beaucoup ont évoqué la question, ont évoqué le cas de la Côte d'Ivoire, pour lequel on a observé Gbagbo qui s'était déjà installé, qui a finalement été désinstallé. Donc, voilà, par rapport à l'expérience un petit peu vous savez, commune. Il y a quelque chose qui s'est passé pendant l'élection. Quand je vois que M. Ali Bongo fait espionner les membres de la Commission de l'Union européenne, ils sont venus en arbitre. Et ils les espionnent. Ils espionnent les membres de la Commission de l'Union européenne, alors que ceux-là étaient simplement venus pour s'assurer que l'élection allait bien se passer. C'était sous contrat avec l'État gabonais qui Sous contrat avec l'État gabonais. Je pense qu'il y a eu de ce côté-là quand même quelque chose d'effroyable. Je suis persuadé que l'Union européenne va réagir. Je ne suis pas certain que l'Union européenne va se laisser faire, va comme ça, par un coup de bâton, passer le fait sous silence. Le fait que M. Ali Bongo ait espionné les membres de leur communauté, parce que je sais que s'il laisse faire, il y aura jurisprudence. S'il laisse faire, si la Commission de l'Union européenne laisse faire ce qu'a fait M. Ali Bongo, le risque c'est que d'autres chefs d'État ou bien d'autres individus qui veulent se planter à l'élection présidentielle ou se replanter à l'élection fassent la même chose. Est-ce que donc du coup la réponse viendrait de là? Est-ce que le fait que la communauté, que l'Union européenne qui a été... Je disais tout à l'heure que l'issue du dénouement, de l'épilogue de la situation dans laquelle nous nous trouvons, elle peut être multiforme, elle est multiforme. Elle peut venir de toutes parts. Je crois qu'aujourd'hui, ce que les Gabonais ont compris, c'est qu'il ne faut pas baisser les bras. Parce que, vous savez, le problème que nous avons, c'est que les Gabonais, moi, je veux dire que le seul avantage qu'a M. Ali Bongo, c'est qu'il a l'armée avec lui. Mais, vous savez, l'armée, on dit souvent que c'est la grande muette, qu'elle ne parle pas. Mais je suis persuadé qu'un jour, elle peut être capable de dire des choses. Elle peut être capable de se manifester. Il y a déjà eu des précédents au Gabon. Oui. Il y a déjà eu des précédents. En 1964, il s'est passé des choses. Donc je crois qu'aujourd'hui, l'issue de ce dénouement peut être multiforme. Ce que nous savons, c'est juste de ne pas baisser les bras et continuer à frapper le pavé, continuer à marcher, continuer à crier haut et fort que nous voulons la démocratie dans notre pays. Nous ne voulons pas d'un homme qui nous terrorise et qui nous tue. Nous ne voulons pas d'un homme qui continue à procéder à la communication, à parler de dialogue, alors que lui-même ne sait pas dialoguer. Il n'a jamais su le faire, ce n'est pas un homme de dialogue, tout le monde le sait. M. Ali Bongo, lui, c'est l'homme qui n'entend que le langage de la force. Lui, c'est la force qui est son langage. Alors que, dans pareilles circonstances, son langage aurait été différent. Son langage aurait été « j'ai perdu l'élection, je laisse passer M. Ping qui a été élu par le peuple ». Il serait parti, il n'y avait pas eu de problème. Mais comme il veut s'imposer par tous les moyens possibles, il triche, il espionne les membres de la Commission et de l'Union européenne, je ne suis pas certain que la Commission européenne se laisse faire. Voilà. Alors Daniela, la jeunesse, en fait, je reviens toujours sur cette question parce que c'est l'espoir de ce type de démarche. La jeunesse est mobilisée, elle refuse évidemment qu'on lui vole son vote, elle exige le respect des institutions, qu'elles soient revues, parce qu'on en avait parlé ici sur le précédent plateau, il faudrait revoir également, refonder s'il le faut les institutions. Au milieu de tout ce que vous faites, de toutes les actions qui sont posées, est-ce que vous savez sentir d'où viendra la solution? D'où viendrait l'épilogue, cette histoire? Alors on ne peut pas
dire exactement, mais on dit que toutes les options sont possibles. Combien de temps? Alors je posais la question autrement. Combien de temps aujourd'hui on pourrait imaginer que la mobilisation pourrait durer? Est-ce que là, ça peut durer 6 mois? Est-ce que les gens sont capables aujourd'hui de maintenir? Ça fait maintenant 6 marches à peu près sur la région parisienne, mais qui sont 7 ou 8, mais qui sont également organisées à travers le monde. Donc est-ce que vous pensez que ça va être ça tout le temps? Jusqu'à quand, etc. Comment vous le sentez-vous aujourd'hui? Votre propre analyse? Alors moi, de ce que je sais, c'est qu'il ne faut pas baisser les bras, oui, déjà. Et que voilà, c'est un travail, voilà, ça peut paraître long, mais nous sommes déterminés jusqu'au bout. Nous mettrons le temps qu'il faut pour faire chuter ce régime-là. Parce qu'Ali Bongo ne veut pas partir par le respect des urnes, il ne veut pas partir dans la paix alors que le peuple gabonais a toujours été un peuple pacifique. Alors nous, on va l'y contraindre. On va le contraindre à partir. Est-ce que l'idée... Pardon. Ça prendra le temps qu'il faut. Ça prend le temps qu'il faut. Je pense que c'est ce qu'il veut, M. Ali Bongo. Mais peut-être modifier la forme comment dire, de la résistance aussi dans ce sens. Est-ce que c'est des choses qui... Oui. Enfin, c'est des idées. Mais bon, parti comme c'est parti, c'est avec le cœur, en marche, on s'organise, on fonce dans ce qu'il y a actuellement. Vous savez, la stratégie n'est pas dévoilée, mais... Moi, je pense, il y a une chose. On avait pensé depuis longtemps que les Gabonais étaient divisés. Oui. On avait pensé depuis longtemps qu'il y avait une distinction entre un Gabonais du Nord, un Gabonais du Sud, un Gabonais de l'Est et un Gabonais de l'Ouest. Ce qui se passe à cette élection, depuis cette élection est juste extraordinaire. On s'est réconciliés. On a trouvé des points communs. Et ce sont nos points communs, qui est le fait de faire partie, M. Ali Bongo, du pouvoir, qui est devenu notre force. Et je crois que c'est ça qui nous motive tous les jours. C'est parce que pendant longtemps, le régime du PDG s'est souvent reposé sur notre passivité, sur notre division. Oui. Voilà. Elles sont souvent reposées sur notre division. Or, aujourd'hui, j'ai envie de dire que la division, elle n'est quasiment plus. Lorsque M. Ali Bongo demande le dialogue, c'est parce qu'il espère derrière une division. Il espère que parmi ceux qui sont de notre rang, vont se joindre à lui. C'est ça qu'il désire. Mais malheureusement pour lui, on n'est plus que jamais déterminé. On est ensemble. Je suis, moi aujourd'hui, de plus en plus fier du combat que nous menons. De plus en plus fier des Gabonaises et des Gabonais. De plus en plus fier de cette jeunesse qui se mobilise. On est beaucoup plus fort, je pense, quand on est ensemble que quand on est divisé. On est beaucoup plus fort depuis qu'on a réalisé que notre ennemi, ce n'est pas nous-mêmes, ce n'est pas celui du Nord, ce n'est pas celui du Sud. Daniela, elle est du Nord, moi je suis un gars du Sud. Et donc, du coup, on peut s'asseoir sur la même table et avoir un même objectif commun. Je crois que ce qu'a réussi cette élection a réussi à nous aider, c'est nous focaliser sur un objectif. Et notre objectif aujourd'hui, c'est le départ d'Ali Bongo. Et ça ne fléchira jamais. Nous sommes déterminés, les Gabonais sont plus que jamais déterminés à voir un autre système se mettre en place, dirigé par d'autres hommes, dirigé par un homme que nous avons choisi, des hommes que nous avons voulu, un système que nous souhaitons pour le bien-être de chacun, pour le développement enfin de notre pays. Moi, quand je regarde des pays comme l'Éthiopie était en famine, a connu la famine au milieu des années 80. Regardez ce qu'a réussi à réaliser l'Éthiopie en 30 ans. Ils sont sortis de la famine, aujourd'hui ils ont les tramways qui arrivent, ils sont une évolution qui aujourd'hui éclipse complètement le développement extraordinaire de l'Éthiopie. Je ne parle pas du Rwanda, je ne parle même pas de la Guinée équatoriale à côté. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans notre pays? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce que le taux de développement... Alors je vais vous faire réagir sur un élément, je suis désolée parce que l'émission évidemment est en train de s'achever tout doucement. Moi ce que je propose, si évidemment, une fois de plus, les personnes qui représentent aujourd'hui le PDG ou le parti, le régime en place acceptent une invitation sur ce plateau, c'est qu'on discute de tous ces éléments de façon interactive. Le combat des Gabonais durant cette crise post-électorale, mais je pense
qu'elle a débuté un petit peu plus tôt, ressemble fortement, en tous les cas, il est en train de s'inscrire dans ce qui se passe au Congo-Brazzaville, à la RDC aujourd'hui. Donc la question qui va servir un petit peu de clôture pour chacun de vous, c'est celle-ci, c'est la génération actuelle, qui est aussi la génération des réseaux sociaux. On devine une génération qui n'est absolument pas similaire à celle des années 80, 90, etc., dans la façon de réagir. Est-ce que vous pensez qu'elle a plus de chances de renverser des dictatures actuelles? Je pense Si oui, pourquoi? Sinon, comment? Je pense que la génération d'aujourd'hui a beaucoup plus envie que celle... Je crois que dans les années 80, dans les années 90 aussi, il y avait déjà une volonté de changement. Mais celle d'aujourd'hui est beaucoup plus déterminée. Elle est beaucoup plus déterminée parce qu'elle est plus qualifiée. Elle comprend le monde. La jeunesse d'aujourd'hui, que ce soit du Gabon, que ce soit du Cameroun, que ce soit de Guinée équatoriale, qu'elle soit celle du bassin du Congo pour globaliser, elle est beaucoup plus au fait de ce qui se passe aujourd'hui dans le monde. Elle a envie de changer. On est les seuls partis du continent qui a les mêmes présidents, les mêmes systèmes vieux de près de 50 ans. Pour le Gabon, ça fait 50 ans que le PDG est au pouvoir. Au Congo-Brazzaville, c'est quasiment la même chose. Au Cameroun, c'est la même chose. Dans les pays du bassin du Congo, ce sont les mêmes régimes qui ont perduré et qui continuent de gérer le destin de nos pays avec toute la maladresse possible. Je crois qu'aujourd'hui, il y a une volonté, une envie de révolution, une envie de changement qui est juste extraordinaire. Je vois d'ici, depuis que je m'intéresse aux activités, aux activismes panafricains, je vois de plus en plus de gens s'engager. Je vois des mamans amener leurs enfants en bas âge à des manifestations, à des marches. Je crois qu'aujourd'hui, on a plus que jamais la chance de renverser la situation. Ce ne sera pas dans 10 ans. Ce n'est pas la génération de dans 10 ans. C'est cette génération-ci. Parce qu'elle est plus diplômée, parce qu'elle comprend mieux le monde, parce qu'elle a un désir de changement qui est beaucoup plus fort que le désir de corruption, que le désir de toutes les malversations qu'on a pu voir par le passé. Je crois qu'aujourd'hui, elle comprend mieux le monde et elle a envie d'aller, de suivre la marche du monde. La marche du monde aujourd'hui, c'est les révolutions. On a vu ce qui s'est passé en Tunisie. On a vu ce qui s'est passé dans beaucoup de pays du monde. La chute du mur de Berlin, on a vu que Saddam Hussein n'est plus là. Il y a eu plein de changements. Il est hors de question que dans le bassin du Congo, ce soit toujours les mêmes dirigeants qui soient là. Alors que nous avons, nous aussi, envie de changer. On a envie de passer à autre chose. On ne veut plus d'un système vieux de 50 ans. On n'a plus envie des mêmes gens qui nous dirigent depuis tant d'années. On a envie de changer le système. Daniela. Alors oui, je vais rebondir, je vais renchérir. Oui, la question c'est vraiment, est-ce que c'est la bonne génération? Est-ce que, vous savez, le discours qu'on entend souvent, si vous parlez de la question gabonaise ou une autre, c'est tout de suite de dire, mais attendez, c'est un petit peu la situation de tout le temps. On sait très bien que le président n'ira pas. Aujourd'hui, on a en Algérie un président qui n'est pas tout à fait un président, mais il est quand même là. Donc, est-ce que c'est la bonne génération aujourd'hui? Vous avez le sentiment qu'il se passe quelque chose dans cette génération avec les outils, avec l'environnement pour susciter ou favoriser, donc, du coup, un renversement, en tous les cas, un changement profond de cette façon de diriger? Oui, je dirais clairement oui. On sent une évolution des choses. La jeunesse gabonaise, elle a pris conscience et elle a aussi réalisé les erreurs du passé. Parce que ce régime a bâti, s'est pérennisé sur la peur, sur la terreur. Le régime Bongo PDG et sur la division des Gabonais également. Nous avons appris des erreurs de nos parents, de nos grands-parents, des anciens qui ont combattu ce régime et qui n'y sont pas parvenus. Alors aujourd'hui, c'est aussi la mondialisation. La jeunesse, elle est plus ouverte sur le monde, elle voyage beaucoup plus. Il y a justement la diaspora gabonaise, on le voit, on est un peu partout, en Afrique du Sud, aux États-Unis, en Allemagne, partout dans le monde, au Ghana. Donc cela, c'est très favorable en fait dans notre lutte parce qu'on voit comment ça se passe ailleurs. Dans les grandes démocraties, pour ceux par exemple qui ont étudié en France ou qui ont voyagé, ne serait-ce que qui ont voyagé en Guinée équatoriale ou dans les pays d'Afrique qui sont un peu plus évolués que le Gabon. Donc clairement, tout ça, ça nous motive davantage, ça nous donne davantage plus de détermination pour en découdre avec les méthodes du passé, les pratiques qui nous font régresser. Et je voulais rebondir. Sur la possibilité évidemment que ce soit la bonne génération pour...
Oui. pour renverser les dictatures aussi, entre autres. Oui, Mais il y avait une question de Wilfried sur laquelle vous souhaitez rebondir. Oui, tout à fait. Je voulais rebondir sur justement les clivages qui ont été exacerbés, les clivages ethniques Oui. au Gabon. Ce régime a fondé aussi, c'est un des piliers, comme on dit, diviser pour mieux régner, Oui. et qu'on a toujours été montés les uns contre les autres. Les Gabonais sont tombés dans ce piège de division, de nord-sud, de Fan, de Pounou, de Miennet, de ceci. Et aujourd'hui, nous constatons que c'est une des racines du système Bongo PDG. Et qui s'effondre aujourd'hui. Tout clairement. Aujourd'hui, c'est très encourageant de nous voir marcher la main dans la main, de se dire que maintenant, nous voulons bâtir une république où les origines ethniques ne comptent plus, mais en tant qu'être accepté, en tant que Gabonais à part entière, que nos différences culturelles sont des richesses qui peuvent servir à bâtir une véritable nation. Et que si on veut bâtir une nation, ce n'est pas incompatible avec les origines ethniques. Et puis voilà. D'accord. Vous savez, je vous ai fait réagir sur la question de la bonne génération, etc. pour revenir sur la question à laquelle vous voulez absolument pas répondre, c'est les outils, comment on arrive, quelles sont les possibilités, mais c'est vraiment le mot de fin pour le coup. Donc l'ouverture, la globalisation, le fait qu'il y ait également des combats similaires en Congo, RDC ou à Brazzaville, ne vous fait pas penser à une espèce de mutualisation de méthodes pour y arriver? Parce que tout à l'heure, je disais, est-ce qu'il y a une technique, est-ce qu'il y a une méthode, est-ce que vous voyez la solution venir de quelque part? Est-ce que c'est quelque chose qui vous parle, la mutualisation des méthodes? Bien sûr qu'on pourrait envisager une mutualisation des méthodes, parce que les méthodes déjà qui sont employées par le process sont les mêmes. Actuellement, Moukoko est en prison, alors que M. Ping, il y a une armée qui est positionnée face à son domicile, comme s'il était assigné en résidence. Il y a qu'aujourd'hui, au Congo, par exemple, il y a une reprise morose de la vie, d'un retour à la normale. C'est la même chose au Gabon. On pourrait effectivement s'organiser, pourquoi pas, en tant que panafricains comme nous sommes, s'organiser aussi bien au Congo comme au Cameroun, comme aussi dans d'autres pays du continent, et puis réfléchir aux méthodes à mettre à place ensemble. Mais là encore, il y a aussi il y a peut-être aussi une manière de pouvoir procéder. Il faut déjà qu'on arrive à réfléchir ensemble, qu'on arrive à entrer en contact, qu'on arrive à penser. Mais je crois que ce qui nous relie déjà, c'est notre panafricanisme. C'est déjà la première chose. Et notre panafricanisme se base, moi, c'est là où je vais vraiment à l'encontre de certains panafricanistes qui se sont prononcés durant la campagne présidentielle, certains Africains qui ont pris fait et cause pour M. Ali Bongo, sous prétexte que parce qu'il n'aime pas la France, parce que M. Ali Bongo incarnerait finalement une forme de panafricanisme, une expression qui m'a failli me faire pouffer de rire. Donc, moi j'ai envie de dire que le panafricanisme repose d'abord sur le besoin de liberté. Le panafricanisme est né dans un contexte où nous étions colonisés. C'est ça qu'il faut savoir. Et le panafricanisme est né pour nous libérer du colonialisme. Et aujourd'hui, nous vivons une sorte de colonialisme dans le sens où ce sont les systèmes africains eux-mêmes qui nous mettent dans une forme d'oppression, de terreur, de peur et d'angoisse permanente. Donc, nous, notre panafricanisme nous relie dans le sens où nous voulons nous libérer de ces systèmes-là, de ces états criminels qui nous empêchent de réfléchir et nous empêchent finalement d'être des hommes libres. Voilà. Donc, Daniela, on va corser un petit peu la question, ce sera la même. Corser, non, c'est une façon de dire. Donc, la même question, évidemment, c'est mutualisation possible ou pas. Il y a le réseau de jeunes Congolais de Brazzaville qui ont mis en place l'outil Sasoufi, d'ailleurs, qui avait été très inspirant pour beaucoup de jeunes. Il y a également des réseaux d'activistes de jeunes Sénégalais qui ont mis en place des outils qui ne manquent pas d'inspirer beaucoup d'autres jeunes à travers l'Afrique, pour, évidemment, soit mettre en place des actions de résistance, entre autres. Donc là, la mutualisation, pourquoi pas. La question que je rajoute, c'est pour clore le propos, qu'est-ce que vous avez envie de répondre aux partisans d'Ali Bongo aujourd'hui qui disent que tout ce discours, que toute cette façon-là de résister est inutile, que finalement vous refusez, tous les discours que vous avez pu entendre, qu'est-ce que vous avez envie de leur répondre? En plus de la question de la mutualisation, vous menez ça comme vous voulez, mais... Alors, nous voulons leur répondre que déjà, le pessimisme ne fait pas partie de notre vocabulaire.
Nous sommes une génération qui est optimiste, qui est déterminée. Vous n'avez pas le sentiment de vivre dans des espèces de deux sphères différentes, c'est-à-dire que les personnes qui sont aujourd'hui évidemment inscrites dans le refus de ce hold-up électoral, puisqu'il n'est pas reconnu par la communauté internationale, il ne faut quand même pas avoir peur de le dire, il n'est pas reconnu par plusieurs, enfin en tous les cas, plusieurs chefs d'État africains n'ont pas répondu à l'appel lors de l'investiture de M. Ali Bongo aujourd'hui. Vous n'avez pas l'impression quand même que ce deux mondes différents, des partisans d'Ali Bongo qui disent, qui refusent, etc., et des personnes de la résistance qui disent qu'on a tué trop de personnes, qu'on ne peut pas continuer de discuter comme ça. Quel sentiment vous avez? Effectivement, on a cette impression parce que justement Ali Bongo et ses partisans sont dans le déni de la réalité. Comment c'est possible ça? Vous expliquez cet état Parce de... que ce sont des personnes qui jouissent de tous les privilèges pendant que la majorité, plus de la majorité de la population croupit dans une misère indescriptible. Et ça, nous le refusons. Ils vivent ils sont complètement coupés des réalités des Gabonais. Ils ne sont pas proches de la population et ils ne peuvent savoir les souffrances auxquelles nous sommes en proie. Et cela depuis 50 ans. Parce que le Gabon, ce n'est pas 2009, le Gabon, ce n'est pas 2016. Le régime Bongo PDG, c'est depuis 1967, soit 49 ans, presque 50 ans de farouche dictature, d'oppression sans pareil. Et ça, les partisans, Ali Bongo doit pouvoir comprendre qu'à un moment, il y a un ras-le-bol généralisé de la population qui n'en peut plus d'être opprimée, qui n'a de cesse d'être, qui est opprimée, et nous le refusons. Moi, je vais répondre sur... Je ne sais pas si elle avait répondu sur la question de la mutualisation. Est-ce que vous souhaitez réagir dessus? La mutualisation des outils. Je voudrais, par rapport à ça, je voudrais dire que nous avons des aspirations communes, qui est commune à tous les peuples, c'est la liberté. Oui. Une aspiration qui est légitime et que tous les peuples veulent réaliser. Il y en a qui nous ont précédés des siècles auparavant. Aujourd'hui, on est en 2016, des siècles auparavant, il y en a qui ont conquis leur liberté. Et les peuples africains, et notamment d'Afrique centrale, veulent pouvoir faire de même. Et ici à Paris, justement, il y a les Congolais, par exemple, et les Gabonais travaillent main dans la main en assistant, en soutenant nos frères du Congo à des marches comme eux. Ils participent aux nôtres, à nos manifestations. Et il y a eu dernièrement, vendredi, le cas du Sénégal, qui a organisé une manifestation et auquel les Gabonais ont pris part. Voilà. Ouais, oui, monsieur Diatta, ce sera le dernier mot. Je vais en fait revenir sur la question sur la mutualisation. C'est qu'effectivement, au Gabon aussi, enfin les Gabonais aussi, ont des mouvements. Et vous avez parlé de mouvements Ça suffit pour les Congolais. Vous avez parlé aussi il y en a marre, par exemple, au Sénégal, entre autres. Etc. Ou au Burkina Faso. Oui. Au Gabon aussi, on a des mouvements. Il y a Égal, il y a Conscience gabonaise, il y en a plein. Oui. Je ne peux pas citer ici. Donc on est tous effectivement dans cette dynamique. Vous savez si Égal, par exemple, entre autres, les groupes gabonais sont en interaction avec d'autres? Je ne sais pas s'ils sont en étroit échange, mais ce que je sais, c'est qu'il y a des Gabonais qui participent à des mouvements mouvements panafricains, donc mouvements d'activistes. Voilà. Le mouvement d'autres Africains, comme d'autres Africains qui participent aussi au mouvement de Gabonais. Okay. Comme pour dire qu'il y a effectivement ici une forme de mutualisation d'un idéal commun, c'est-à-dire la libération et la liberté de nos pays. Maintenant, pour revenir au discours qu'il faut donner à nos amis... aux réponses que vous pouvez faire en réaction, le sentiment que vous avez, comment vous répondez? Nos amis du PDG, parce que ce sont nos amis, ce sont nos concitoyens, ce sont nos frères. Il faut quand même leur dire les choses telles qu'elles sont. Dire aujourd'hui que ce qui est bon pour le Gabon, c'est de pérenniser le pouvoir, c'est ne pas comprendre, ou bien dire encore que c'est inutile de s'engager, c'est inutile. J'ai discuté comme ça avec quelqu'un qui disait que c'était inutile de s'engager, de continuer à faire des marches. Ce sont des partisans de la défaite. Je pense que soutenir aujourd'hui Ali Bongo, c'est soutenir la défaite. C'est soutenir le fait que ce sont des individus ils soutiennent un pouvoir que les Gabonais ne veulent plus. Et il ne faut pas aller non plus à contre-courant en permanence de l'histoire. Les Gabonais ne veulent plus de M. Ali Bongo. Les Gabonais ne veulent plus du PDG. Et continuer à soutenir le PDG parce qu'on croit qu'on appartient à une nomenclature, parce que la réalité est là. Il y en a qui pensent qu'ils appartiennent parce qu'il y a l'oncle ou la sœur de l'oncle qui est au gouvernement ou qui est membre, et ils pensent qu'eux aussi font partie de cette nomenclature-là.
alors qu'il n'en est en réalité rien. Vous savez, au gouvernement aujourd'hui, le gouvernement de M. Ali Bongo, on sait qui a les rênes du gouvernement. On sait qui gouverne. On sait que Issa Zengodé n'est qu'une forme de marionnette. On sait très bien que tous qui sont là, M. Billy Binze n'est que la caution républicaine de M. Ali Bongo. Parce qu'on sait qui dirige réellement le Gabon. Donc, penser soutenir le PDG ou penser soutenir Ali Bongo en disant que ce que nous faisons comme marche n'est pas ce qu'il faut faire, c'est ne pas comprendre réellement ce qui se passe au Gabon. Je pense qu'il y a comme un esprit d'aveuglement dans l'esprit de beaucoup de nos compatriotes, et j'ai envie de leur dire qu'il faut absolument qu'ils en sortent et qu'ils voient la réalité autrement, qu'ils essaient de voir le Gabon autrement que de la façon dont ils continuent à le voir aujourd'hui. Le Gabon n'est plus le même depuis quelque temps déjà. Les Gabonais ne sont plus les mêmes depuis quelque temps. Le changement de mentalité qu'on a souvent proclamé, il est arrivé. Je pense que les Gabonais n'ont plus envie de se sentir dominés, n'ont plus envie de se sentir martyrisés, ils ont envie de vivre librement. Et je crois que cette liberté-là, mes amis, vous devez aussi pouvoir aspirer à cette liberté pour pouvoir parvenir tous au développement du Gabon tel que nous le souhaitons, tel que nous le voulons et tel que le proclame d'ailleurs notre hymne national. D'accord. Alors, dernier élément, puisque évidemment sur ce plateau c'est un petit peu de tradition, c'est égrener du mieux qu'on le peut quand on a une liste de personnes emprisonnées, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont descendus dans la rue à Libreville, même si en France il n'y a pas forcément de risque de se faire emprisonner. À Libreville, ça a été le cas à travers le Gabon d'ailleurs, parce que Libreville, on en parle, c'est la capitale, mais dans différentes villes du Gabon, des jeunes se sont emprisonnés, qui sont toujours détenus aujourd'hui. On a des chiffres, puisqu'on sait qu'au début de cette crise post-électorale, le régime donc, de M. Ali Bongo a clairement communiqué dessus. Il y avait 1000 arrestations à peu près. Suivant une récente interview de M. Ali Bongo, qui parlait donc d'avoir relâché à peu près 500 personnes, 400, on ne sait plus très bien parce que les chiffres ne sont pas toujours très clairs. Donc on peut imaginer qu'on a quand même plus de 300-400 personnes encore emprisonnées aujourd'hui, qui sont des anonymes, qui ne sont pas des personnes très connues, évidemment, de l'espace public gabonais. Est-ce que vous avez des noms de personnes? Est-ce que vous... Voilà. Je n'ai pas de nom d'anonyme. Je n'ai vraiment pas de nom, personnellement. Par contre, je connais les noms de ceux qui sont les plus connus, qui sont emprisonnés. Je pense à Amia Washington. Je pense à Bertrand Zibi. Oui. Ce sont des citoyens gabonais qui ne méritent pas qu'ils soient emprisonnés pour leurs idées. Dans un continent comme le nôtre, dans une ère politique comme la nôtre, on ne peut plus arrêter quelqu'un à cause de ses idées. Je pense qu'il y a encore là un problème au niveau de M. Ali Bongo, qui ne comprend pas la marche du monde, qui pense que le monde en 2016 est encore celui des années 70, celui des années 60 où on a emprisonné quelqu'un parce qu'il a dit un discours qui est autre que celui que le président doit entendre. M. Ali Bongo doit comprendre qu'aujourd'hui, on doit être capable de supporter un discours qui soit autre que celui qu'on est censé entendre. M. Ali Bongo ne peut pas toujours écouter le louange de ses contenteurs. Il y a aussi des gens au Gabon qui ne sont pas forcément d'accord avec sa politique, qui ne sont pas forcément d'accord avec sa manière de faire, et qui doivent aussi être capables de pouvoir l'exprimer. Bertrand Zibi n'a tué personne. Amian Gang n'a assassiné personne. Il n'a pas volé. Bertrand Zibi également. Donc je pense que ce sont deux individus qui doivent être libérés. Je parle aussi de Karl Miyindou qui a été arrêté. Je pense que ces individus-là, comme tous les autres qui ont été emprisonnés, qui sont des personnes innocentes, qui n'ont rien fait, doivent être libérés. Parce que notre pays ne peut pas continuer à fonctionner avec des gens qui sont en prison, surtout quand on sait les conditions dans lesquelles sont nos prisons. Il y a une surpopulation carcérale qui est juste inadmissible. On ne peut pas se permettre de mettre 1000 personnes en prison, dans des prisons, dans des endroits qui ne peuvent contenir que 200 personnes. C'est irresponsable de pouvoir agir de cette façon-là. C'est ne pas comprendre que dans un pays comme le nôtre, on a aussi des points de vue différents, des points de vue divergents. On n'est pas toujours obligé d'avoir le même point de vue. Et donc, il faut libérer. Et ça ne devrait pas coûter la liberté aux citoyens gabonais. Ça n'a pas leur coûté la liberté, ça n'a pas leur coûté leur vie. Ils méritent de vivre, comme ceux qui ont été assassinés méritent également de vivre. Je pense qu'il y a encore là, de la part du gouvernement, une erreur fondamentale qui a été commise. Et ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas dans cette atmosphère qu'on va dialoguer et en plus rapporter la sérénité.
ce n'est qu'envenimer encore une fois de plus la situation et toujours s'attirer des problèmes. Daniela, un mot pour les personnes emprisonnées, les anonymes, puisque... Oui, justement, je veux dire justement que l'un des gros facteurs d'engagement pour moi, par exemple, c'est la liberté d'expression. Je pense que c'est un droit fondamental qui est consacré par la Constitution, par la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens, et qu'au XXIe siècle, ce soit érigé en crime au Gabon, c'est complètement révoltant, complètement aberrant. Parce que ces personnes ne sont pas des criminels. Je pense notamment à Firmin Olo, qui est emprisonné depuis le mois de juillet. Il y a M. Zibi, il y a Landry Amion Washington, il y a M. Munanga aussi, il y a Rodney Ekorozok, il y a Karl Mindou également. Et tous les anonymes, nous sommes aujourd'hui leur porte-voix et nous demandons, nous exigeons leur libération. Il est inadmissible que quelqu'un soit emprisonné à cause de ses convictions politiques. Nous ne représentons pas de danger pour Ali Bongo, nous ne sommes pas une menace à l'ordre public, il n'y a aucune menace sur la sûreté de l'État et Ali Bongo est en train d'enfermer les gens arbitrairement et les conditions de vie en prison sont exécrables, les conditions d'hygiène. On peut craindre que ces personnes, vu la surpopulation carcérale, que ces personnes tombent malades, et sans compter la torture, les sévices corporels, c'est tout simplement les prémices de l'enfer, être en prison au Gabon et pour n'avoir commis aucun crime. Monsieur Ali Bongo doit libérer les prisonniers politiques. Ziana TV se joint, parce que c'est traditionnel sur ce plateau de télévision, se joint à cette demande de libération de ces personnes. Aujourd'hui, donc, la liste est longue, on n'a pas tous les noms. Donc on a parlé de M. Karl Mindou, dont on a vu sur les réseaux sociaux que son état de santé était en train de se détériorer. Et évidemment, on n'a pas la suite de cette affaire, donc de M. Bertrand Dibi et des autres, des anonymes surtout. Donc Ziana TV se joint à cette voie-là pour demander la libération de ces personnes. Je vous remercie, Daniela Biogui, d'être passée sur ce plateau. Je rappelle donc économiste et citoyenne engagée. Monsieur Idiata, merci une fois de plus d'être revenu sur ce plateau. Donc, je rappelle, universitaire, spécialiste de la littérature africaine et intervenant dans l'université parisienne. Donc, Niel, pour vous servir une fois de plus, je vous rappelle, ce plateau était donc consacré à l'analyse ou au décryptage de la date du 15 octobre qui marquait donc la fin du premier mandat de M. Ali Bongo, qui est également attendu donc, par la société civile gabonaise, par l'opposition gabonaise et par la majorité des Gabonais inscrits dans le refus donc, de réélection très contestée de M. Ali Bongo. Donc l'idée évidemment c'est de faire une lecture de tout ceci. Nous continuons, puisque l'épilogue que nous avons espéré de cette crise post-électorale n'est toujours pas, on l'aperçoit toujours pas. Donc Ziana TV reste aux côtés de la diaspora gabonaise et nous espérons recevoir sur ce plateau des personnes aussi bien du parti PDG pour commenter cette actualité-là et des personnes évidemment, pas que de l'opposition, de la société civile et toutes les personnes qui sont inscrites dans ce débat et dans ce combat, en tous les cas d'idées dans un premier temps. Je vous remercie tous, chers internautes, d'être fidèle à Ziana TV et je vous dis à très bientôt.